Hier, aujourd'hui, après-demain. L'idée de la convergence des luttes, c'est, je dirais, presque quelque chose qui est un peu classique, qui devient un peu le mot qu'on va dire dans un meeting, et pourtant c'est absolument fondamental aujourd'hui. Et ça n'est pas absurde politiquement, parce que on pourrait en fait disserter sur comment est-ce que l'avancée des lois sécuritaires va de pair avec la déprédation sociale, et je pense que c'est des choses qui ont été clairement énoncées politiquement et démontrées. Mais surtout, on peut voir aussi comment est-ce qu'on est face à un gouvernement qui oppose le même autisme sur le plan social et sur le plan sécuritaire, et qui invoque une urgence qu'il produit lui-même politiquement, et comment est-ce qu'il produit les conditions d'un accord imposé des populations, et ça c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. On était très nombreux hier contre la loi El Khomri. Il faut qu'on puisse être nombreux contre l'état d'urgence, parce que ce qui est en jeu, ce sont nos libertés, et ce sont aussi nos libertés d'exprimer une dissension, d'exprimer une critique radicale qui sont aujourd'hui en jeu. Alors, on est en fait sur la question de l'état d'urgence à un moment où 4 textes sont en examen. L'état d'urgence vient d'être prorogé il y a maintenant quelques jours pour 3 mois encore. Mais rien ne nous garantit qu'il ne le sera pas de nouveau pour 3 mois. Et Syndicat de la magistrature fait partie des collectifs Stop État d'urgence et Nous ne céderons pas, qui appellent à la levée immédiate de l'état d'urgence. Mais il y a d'autres enjeux, car malheureusement, on est à la fois sur cette prorogation de l'état d'urgence, mais aussi le projet de constitutionnalisation, c'est-à-dire de faire entrer ce dispositif d'exception dans notre constitution pour pouvoir aller plus loin, pas pour pouvoir l'encadrer comme le prétend le gouvernement, mais vraiment pour pouvoir aller plus loin dans les atteintes aux libertés. Et puis une loi à venir qui ira plus loin, précisément, après l'entrée dans la Constitution, et un projet dont je voudrais parler quand même aujourd'hui, parce que quand on parle précisément de ces luttes convergentes, il faut dénoncer très fortement l'état d'urgence et comment est-ce qu'il produit du droit d'exception, mais aussi comment est-ce que le projet de loi de procédure pénale, criminalité organisée et lutte contre le terrorisme, qui est actuellement en examen à l'Assemblée nationale, en est la continuation absolument évidente dans le droit commun, avec une entrée de dispositifs d'exception qui doivent nous mobiliser très fortement, même si on sait que ces mobilisations sont plus dures à mener. Pourquoi est-ce qu'on s'est, au syndicat de la magistrature, immédiatement élevé contre l'état d'urgence? D'abord parce qu'on en connaissait les effets lors de ses précédentes utilisations. Et il faut se rappeler quand même 2005, les révoltes urbaines et les révoltes populaires qui avaient donné lieu à l'état d'urgence. Il faut se rappeler, et il faut le dire très fortement, que l'état d'urgence ne lutte pas contre le terrorisme. L'état d'urgence ne sert pas les enquêtes et le rôle que peut jouer la police dans le fait d'enquêter sur les crimes commis par des terroristes ou ceux qui sont en préparation. Par contre, l'état d'urgence crée les conditions d'une dérive massive d'atteinte aux libertés qui vise certains et pas d'autres, qui ont visé les musulmans principalement, qui ont visé principalement ceux qui vivent dans des quartiers populaires, et qui ont créé les conditions d'atteinte très profonde, à la fois au principe d'égalité, mais aussi à nos libertés. On a beaucoup parlé dans l'état d'urgence des perquisitions administratives, ces perquisitions décidées par les préfets, qui n'avaient pas pour but de rechercher encore une fois les auteurs d'une infraction pénale, et dont on le voit bien d'ailleurs, puisque sur plus de 3600 perquisitions administratives, à peine 5 ont abouti à des enquêtes antiterroristes. Qu'est-ce qu'ont été les autres perquisitions administratives? On a pu voir la violence d'abord avec lesquelles elles ont été menées, ceux qui ont été visés, et ceux qui ont été visés par exemple parce qu'ils avaient été dénoncés par des voisins ou sur la base de leur comportement, puisque c'est ce que disait la loi, un comportement qui relevait d'une pratique religieuse jugée trop rigoriste, d'une suspicion véhiculée sur des bases absolument inacceptables, car bien trop vagues et bien trop floues. Et puis, ces assignations à résidence, rappelons-nous-les parce qu'on a eu plus de 400 assignations à résidence depuis le début de l'état d'urgence,
Et en réalité, dès le début de l'état d'urgence, l'État, l'exécutif, le ministre de l'Intérieur, s'est senti légitime à utiliser l'état d'urgence contre des personnes qui n'avaient rien de terroriste et contre lesquelles il était évident, et même lui l'assumait, qu'il ne l'était pas. Ce sont les militants de la COP21, enfin les militants de la coalition COP21 plus exactement, qui, à raison de leur radicalité politique réelle ou supposée, se sont retrouvés interdits de sortir de la ville dans laquelle ils résidaient, obligés à pointer 4 fois, puis 3 fois par jour, avec des conséquences extrêmement lourdes, puisqu'ils étaient enfermés dans leur domicile pendant plusieurs heures. Et tout cela pourquoi ? Pour que les policiers ne soient pas occupés par les militants au moment de la COP21, alors même qu'on acceptait qu'ils soient occupés dans des stades, qu'ils soient occupés à des marchés de Noël. Et surtout, alors même que le gouvernement s'est senti également légitime à réprimer des manifestations, je pense à la manifestation du 29 mars, où plus de 350 personnes, et vous en étiez peut-être, ont été placées en garde à vue, usage assez singulier des forces de police, des démonstrations de force d'un gouvernement qui ne pense que par la force. Ces assignations à résidence, on les a dénoncées parce qu'elles ne visent pas des personnes auxquelles on peut reprocher une infraction pénale, mais des personnes à raison d'un comportement potentiellement suspect, d'une potentialité de trouble à l'ordre public. Et ce qui est saisissant aujourd'hui, c'est qu'il y avait à peu près 300 personnes assignées à résidence il y a quelques jours. L'état d'urgence a été prorogé et il fallait, juridiquement, c'est dommage, c'est parfois contraignant, hein, il fallait renouveler toutes ces assignations à résidence. Et donc, du 26 mars, là je ne me trompe pas, au 27, tout d'un coup, on est tombé de 300 à 70 personnes. C'est étonnant comme la dangerosité s'évanouit en une nuit, comme tout à coup, on peut percevoir l'abus et comment on peut percevoir la dérive dans ce que produisait l'état d'urgence. Cet état d'urgence, on le dénonce toujours parce qu'il, même s'il n'est pas forcément visible pour chacun d'entre nous, il persiste. Il persiste dans la possibilité que toute manifestation soit interdite dans des conditions qui ne sont pas celles des conditions classiques. Il persiste aussi dans l'idée, dans le fait que chacun s'habitue à cet état d'urgence et chacun s'habitue à l'exception. Alors il faut lutter contre la prorogation, il faut lutter contre la constitutionnalisation, et puis il faut lutter, et il faudra être nombreux, même si c'est parfois compliqué, à lutter contre ce projet de loi criminalité organisée et terrorisme, qui est une continuation de l'état d'urgence, et qui est une contamination de l'état d'urgence. Parce que ce projet introduit d'abord, pour l'administration, pour le ministre de l'Intérieur, des pouvoirs extrêmement dangereux, notamment d'assignation à résidence, mais aussi parce qu'il donne à l'arsenal pénal antiterroriste toujours plus de pouvoirs d'exception, avec toujours moins de contrôle. Je pense notamment à la possibilité encore étendue des perquisitions de nuit, mais aussi à la possibilité d'utiliser des fausses antennes relais qui captent sur plusieurs centaines de mètres l'ensemble des données de connexion. Ce sont des questions techniques qui peuvent vous paraître un peu secondaires peut-être, ou en tout cas qui peuvent être difficiles d'accès, mais c'est absolument fondamental aujourd'hui de s'intéresser et de s'impliquer dans l'analyse de ces dispositifs sécuritaires parce qu'ils s'inscrivent dans une histoire, celle des législations d'exception dans le cadre de l'antiterrorisme, et ils s'inscrivent dans une histoire qui produit des effets sur la procédure pénale, c'est-à-dire qu'on est toujours plus dans un système plus sécuritaire, dans lequel la police est dotée de pouvoirs supplémentaires, l'exécutif, le ministre de l'Intérieur notamment, a des pouvoirs extrêmement liberticides, et les contrôles sont toujours minimisés. On sait que dans ce domaine-là, il n'y a jamais de retour en arrière. Ce à quoi on fait face, c'est clairement une fuite en avant sécuritaire, et on a essayé, dans le cadre des collectifs, mais aussi pour notre compte au syndicat de la magistrature, de produire des documents un peu pour rendre accessibles ces textes qui passent aussi parce qu'ils ne sont pas compris, parce qu'ils sont présentés comme nécessaires et indispensables pour protéger les citoyens. Il est aujourd'hui absolument indispensable de rompre avec cette idée fausse. Ça implique une mobilisation au quotidien, et ça implique aussi d'être très nombreux samedi 12 mars, 14h,
rendez-vous à Saint-Michel pour manifester et ensuite tout l'après-midi à côté du Luxembourg pour démontrer que notre opposition à cette politique sécuritaire, elle est ferme, elle est assurée et qu'on sera là jusqu'au bout de ce dramatique mouvement sécuritaire.